Merci de suivre cette édition complète de l'information. Le président de la République du Cameroun vient de convoquer le corps électoral en vue de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Décision du chef de l'État rendue publique en fin d'après-midi. Sur ce plateau, avec nous, Duval Fangwa. Duval, bonsoir. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Vous êtes journaliste politique sur Equinox Télévision. Vous avez suivi cette décision du chef de l'État qui convoque les électeurs pour la présidentielle prévue en octobre 2018. Que signifie concrètement cette décision, ce décret présidentiel? Trois choses. La première, c'est que Paul Biya voulait poser un acte symbolique fort. La politique, vous le savez, ce sont des symboles et le président de la République, à travers cet acte, veut indiquer que malgré les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré la situation chaotique qui prévaut dans ces régions depuis pratiquement 2 ans, eh bien, il garde la main et tient le cap. Vous le savez, en 92, pratiquement dans les mêmes circonstances, le président de la République, au fort de cette crise-là, et avec les violences partout dans les régions du Cameroun, avait indiqué que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Eh bien, le président de la République est pratiquement dans cette logique pour indiquer que, malgré la situation que des gens présentent comme étant préoccupante dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, Yaoundé garde la main et cette élection va se tenir. Il faut rappeler également qu'en avril dernier, au cours des élections sénatoriales, des violences avaient été enregistrées dans ces régions du sud-ouest. Certains bureaux de vote avaient d'ailleurs été délocalisés et beaucoup craignaient que ce serait difficile d'organiser ces élections. Eh bien, le président de la République vient d'indiquer clairement que cette élection va se tenir. La deuxième chose qu'il faut noter ici, c'est que Paul Biya veut rester légaliste. Pour reprendre un terme du professeur Claude Abbé, eh bien, il est habitué au formalisme juridique. Il voulait rester cohérent avec la Constitution, il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec les lois de la République et se retrouver dans une situation inconfortable. C'est la raison pour laquelle il est resté dans les délais en convoquant donc le corps électoral pour cette élection-là et bien évidemment éviter de prêter le flanc à ce qu'on appelle très souvent les entrepreneurs du chaos. Et puis, troisième élément à noter, Cédric, pour comprendre ce texte du président de la République, eh bien, Paul Biya est en train de se préparer à s'attribuer un nouveau mandat. Ce qui le préoccupe visiblement, c'est d'abord d'organiser ces élections, quelles que soient les conditions, d'obtenir donc une légitimité et donc s'attribuer des pouvoirs qui lui permettent de redistribuer les cartes. On se souvient qu'il y a quelques jours, eh bien, il avait annoncé la prorogation du mandat des députés. Eh bien, on voit que ce qui l'intéresse davantage, c'est d'abord d'organiser cette élection présidentielle, quelle que soit la situation, et donc après, il pourra redistribuer les cartes, c'est-à-dire organiser calmement les élections législatives et pourquoi pas les municipales. Le calendrier vient de s'éclaircir, vous l'avez relevé. Quelles sont les premières implications de cette convocation du corps électoral sur l'échiquier politique au Cameroun? La première chose, c'est que les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent. Je crois que ce sont les dispositions de l'article 75, alinéa 2, de la loi portant corps électoral, à partir de la convocation du corps électoral, il n'y a plus d'inscription sur les électorales. La deuxième chose, c'est que ce décret déclenche le calendrier ou, si vous voulez, le processus électoral. À partir au plus tard, je crois, le 19 juillet prochain, eh bien, les candidats à l'élection présidentielle devraient avoir déposé leur dossier au niveau de l'ECAM. Ensuite, il pourrait avoir un contentieux. Et puis, il faudra attendre qu'au plus tard, le 8 août, que le Conseil constitutionnel puisse donc publier la liste des candidats qui sont admis à compétir. Et au 24 septembre, va s'ouvrir donc la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et la deuxième chose, ou la troisième qu'il faut relever, c'est que Paul Biya, à travers cette décision, vient d'indiquer de façon claire que désormais, il va y avoir une agitation, une forte agitation dans l'espace politique. Une agitation politique du fait du mouvement des acteurs politiques et des partis politiques, ce qui pourrait reléguer au second plan l'actualité en rapport avec la crise anglophone et donc peut-être permettre d'oublier un tout petit peu cela. Et enfin, c'est peut-être une réponse claire à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui, il y a quelque temps, a annoncé que le président Biya devra passer la main. Il est donc clair qu'aujourd'hui, le président est en train d'aller à un nouveau mandat parce qu'en 10 jours, on voit mal comment le RDPC pourrait organiser et tenir un congrès pour choisir notre candidat. On devrait probablement s'attendre à ce que dans les jours à venir, eh bien que ce bureau politique se réunisse selon les textes du parti et adoube tout simplement le candidat naturel du RDPC. Merci Duval Fangwa pour toutes ces précisions. Vous qui êtes journaliste politique sur Equinox Télévision, précisons que dans ce journal, vous suivrez la réaction des hommes politiques au sujet de la convocation du corps électoral. Le chef de l'État, Paul Biya, qui n'a pas encore
officiellement déclaré sa candidature à sa propre succession. Et avant, je vous propose à présent de suivre quelques réactions des hommes politiques à la suite de cette convocation du corps électoral. Ils réagissent à cette décision du chef de l'État d'inviter les différents électeurs et acteurs du processus électoral pour la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Des réactions compilées donc, dans ce reportage que signe Donald Brice Kamran. Mais avant de parvenir à ces réactions, des images ce matin sur cette ville de Buea dans les régions anglophones. Buea sous haute tension en raison des affrontements entre les forces de sécurité camerounaises et des bandes armées, des populations qui ont vécu la terreur encore ce matin dans plusieurs localités des régions du nord-ouest, mais aussi dans la région du sud-ouest. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des coups de feu, une épaisse fumée qui monte. Mile 17, un quartier de la ville de Buea, s'est transformé en un champ de bataille ce lundi. Des tirs nourris lors des affrontements entre des assaillants et l'armée camerounaise. Dans la panique, l'on entend des voix des personnes voulant s'assurer que leurs proches sont en sécurité. C'est dès les premières heures de la matinée que la ville de Buea présente un visage devenu habituel lors des Ghost Towns, ville morte, selon l'expression traduite en français. Pourtant vendredi, le maire de la ville, Ekema Patrick Kessunge, affirmait que tout était désormais sous contrôle à Buea. Nous pensons bien que la situation est à main et nous voulons assurer la population qu'il y aura plus de vivants à Buea ce lundi. Les sécessionnistes ont donc fait mentir le maire. Buea reste une ville morte. Mécontents des automobilistes qui ont défié leur appel à la ville morte, les sécessionnistes ont mis le feu à la gare routière de Mile 17. Des Camerounais sont choqués de l'indifférence du gouvernement après l'hécatombe survenue à Ndikinimeki, 72 heures après ce grave accident qui a coûté la vie à 31 personnes. Nos reporters sont allés sur les traces de l'agence propriétaire de ce coaster tombé dans un ravin vendredi dernier. Aucune trace n'a été trouvée dans les gares routières du côté de Yaoundé, d'où l'échec des contrôles routiers face à la clandestinité d'une telle agence de voyage dont l'un des coasters est responsable de ce grave accident survenu en fin de semaine dernière et qui a coûté la vie à près de 30 personnes. Le gouverneur de la région du centre a dénoncé l'insuffisance des mesures de prévention routière en cette période où il y a une affluence des voyageurs dans les différentes agences de transport interurbain dans la capitale du côté de Yaoundé. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au carrefour Carrière, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, c'est un calme de cimetière qui nous accueille, 72 heures après le drame. Nous cherchons en vain les traces de l'agence de voyage Takala, responsable de l'hécatombe de vendredi dernier sur la nationale numéro 4. Tout ce que l'on sait, c'est que vendredi dernier, c'est bel et bien derrière nous que le cas de la mort a embarqué aux environs de minuit pour terminer sa course au lieu d'Iboutourou, entre Bafia et Ndikinimeki. Des personnes témoignent de ce que régulièrement ces agences, parmi lesquelles Takala, embarquent ici derrière nous, faute d'avoir des véritables points d'embarquement des passagers dans la capitale. C'est même une voiture qui chargeait ici dans la nuit du vendredi. Je ne savais même pas que c'était une agence qui allait chez moi. J'ai des amis qui ont perdu beaucoup de familles dans ce voyage. Et même un grand frère que j'avais, c'était un ami à lui, un petit frère à lui, à qui devait même passer, même les passagers lui avaient demandé de laisser voyager très tôt le matin. Parce que les chauffeurs ne doivent pas arriver, quittant de Boudaou, c'est tellement long pour arriver à Yaoundé et ensuite reprendre le vol encore pour rentrer. Vraiment, on devrait voir comment les chauffeurs peuvent arriver et se reposer au moins avant de prendre encore la route. Le carrefour Carrière a la mauvaise réputation d'être l'un des coins de la capitale où le racolage a le vent en poupe. En dehors de une ou deux agences qui doivent être normalement installées ici, les autres opèrent en toute illégalité et font simplement dans la clandestinité, à l'exemple de l'agence Takala.
Une clandestinité que déplore le gouverneur de la région du centre. Naziri Paul Biya est presque sans voix devant ce énième accident mortel survenu sur le tristement célèbre triangle de la mort. C'est vraiment désolé, c'est triste, c'est des choses qui arrivent. Vous savez que les gens veulent gagner l'argent à tout prix. Hein, c'est le ministre des Transports, compétent en la matière, qui va prendre les décisions qui s'imposent. Aux dernières nouvelles, il nous semble que le gars n'avait même pas le permis de conduire. Donc voyez-vous dans quel spectacle qui met les familles. Si le promoteur de cette agence clandestine est condamnable, il y a aussi que les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Sinon, comment comprendre qu'un bus clandestin d'une agence ne figurant nulle part dans le fichier légal du ministère des Transports soit parti de Yaoundé jusqu'au lieu de l'accident sans être inquiété outre mesure, avec tous les contrôles de police et de gendarmerie qui pullulent sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, de jour comme de nuit. Nous devons aussi penser à nos agences de force de maintien de l'ordre. Ils doivent aussi faire leur travail. Parce que nous ne pouvons pas imaginer quelqu'un qui n'a ni permis, ni bonne agence, jusqu'à arriver à Ndiki. Ça arrive, ce qui est arrivé, avant de savoir qu'il a aussi passé les contrôles. Parce que si on fait le recollage, ça veut dire qu'il n'y a pas le bordereau. Si quelque chose vous arrive, ce serait difficile, on commence l'identification. Parce que là, on a eu 3 à 4 cas qu'on n'a pas pu identifier. C'est à faute de bordereau. Ça, c'est des choses qu'on pouvait éviter. On se souvient qu'il y a 9 mois, précisément le 27 octobre 2017, le ministre des Transports de l'époque, Alain Egam Bongo, donnait 1 mois à une trentaine de compagnies de transport pour se mettre en règle. Ce délai, qui n'était pas le premier, est largement dépassé, sans qu'aucun promoteur n'ait daigné régulariser sa situation. Le retrait des licences, maintes fois annoncé par le ministre des Transports, est resté lettre morte. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets sur nos routes. Hélas. Je vous propose de suivre à présent le gouverneur du centre qui s'exprime sur l'enjeu de préserver et d'améliorer la prévention routière dans les agences de voyage en cette période de vacances, période où il y a une affluence importante des voyageurs du côté de Yaoundé. Je vous propose d'écouter Paul Naziri Biya, gouverneur de la région du centre. Vous savez, dans ces choses, tout le monde est responsable. D'abord, les voyageurs et les familles doivent savoir que pour prendre une agence qui vérifie si l'agence n'est pas, ou si l'agence est autorisée. Les agences autorisées sont connues. Les autres agences comme l'agence dont on ne fait pas la publicité ici, c'était des ramasseurs, des racoleurs qui prennent les gens au fur et à mesure qu'ils s'avancent. Mais voilà ce que ça passe. Ça peut coûter moins cher, mais le moins cher est toujours plus cher. Deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes. Les transporteurs doivent tout faire pour avoir et de bons chauffeurs et de bons véhicules. Dans tout ça, il faut aussi prendre en compte les contrôles techniques qui doivent faire leur travail sans complaisance. C'est l'information majeure. Ce lundi, la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle, prévue le 7 octobre 2018, décision du président de la République du Cameroun. L'annonce de cette convocation du corps électoral, de cette présidentielle tant attendue, suscite déjà de vives réactions au sein de la classe politique. Je vous propose d'abord de suivre l'analyse d'Edouard Fauchivé, militant du RDPC, le parti au pouvoir, qui réagit après cette convocation du corps électoral. D'abord, comme Camerounais, ça dit que tout simplement que notre constitution a été respectée, le corps électoral est convoqué à temps, donc il revient donc à chaque parti politique de s'apprêter, parce que c'est une élection aujourd'hui plus que jamais qui nécessite, puisque c'est un candidat face à son peuple, que tous les partis politiques qui peuvent concourir à cette expression puissent se préparer pour que d'ici le 8 octobre, qu'on ait un président capable de nous amener plus que jamais en 2035, où nous tous nous convergeons. Maintenant, comme homme politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
Nous disons tout simplement que nous y voici et il est temps que nous repartons au niveau de la base, puisque nous avons cette expression de vitalité politique de tous les jours. Il faut maintenant que nous repartons, parce que nous savions déjà que notre président national est candidat, et donc il est temps maintenant de le porter maintenant pour un autre mandat présidentiel. Aujourd'hui, l'expression que chaque Camerounais peut donner, c'est de faire un choix. Donc, nous avons dans les deux régions les Camerounais qui aujourd'hui veulent rester Camerounais, d'autres qui ne veulent pas. Donc, ceux qui veulent rester Camerounais vont choisir leur président, il n'y a aucun problème. Mais nous pensions aujourd'hui, plus que jamais, que chaque Camerounais devait comprendre que le principe de la paix aujourd'hui, pas la paix seulement à cause des deux régions, mais la paix aujourd'hui est un ingrédient aujourd'hui du développement. Et tous les pays qui veulent aujourd'hui avancer sont des pays où la stabilité politique, où la paix est un ingrédient magique. Après cette convocation du corps électoral en vue de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018, le SDF a réagi. Son ministre en charge de la communication, de la relation avec les médias, ministre de chef de cabinet, Jean-Robert Wafo, s'est exprimé à ce sujet. Le SDF qui a choisi comme candidat Joshua aussi dans la course à la présidentielle 2018. Je vous propose d'écouter Jean-Robert Wafo, ministre de chef de cabinet du SDF en charge des relations avec les médias. Il est clair que, bon, le président de la République est dans les délais, mais ce que nous tenons à relever ici, c'est quoi? C'est cette politique d'embuscade qui est régulièrement perpétuée au point où c'est une seule personne qui décide, n'est-ce pas, de la date de convocation du corps électoral. Bon, voilà, une fois que c'est dit, l'autre candidat est prêt, Joshua aussi est prêt. Actuellement, il est en pleine tournée pour rencontrer, n'est-ce pas, nos compatriotes de la diaspora. Demain, par exemple, il sera... du côté, le 14 juillet, d'abord demain il sera dans l'état du Minnesota et le 14 juillet il ira donc à Londres pour rencontrer également nos compatriotes de la diaspora. Bon voilà, et puis le retour est prévu, n'est-ce pas, d'après son calendrier de campagne, le retour est prévu pour le mercredi 16. Donc bon voilà, donc et puisque le corps électoral a été convoqué, n'est-ce pas, ce jour, nous sommes le 9 juillet. Ça veut dire qu'on a 10 jours, n'est-ce pas, pour déposer les candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Il sera déjà là, puisqu'il retourne, il rentre au Cameroun, n'est-ce pas, le 14. Bon, mais pour le reste, bon voilà, Joshua aussi est prêt. Une fois qu'il a été investi par le SDF, s'est rapidement mis au travail. Il a conçu une équipe, n'est-ce pas, de campagne. Il va sur le terrain, il rencontre des gens. Bon voilà, et c'est ce qu'il a, n'est-ce pas, amené à être pour le moment hors du pays, mais que les Camerounais soient rassurés, leur champion, n'est-ce pas, leur champion sera là. Il déposera, n'est-ce pas, ces dossiers de candidature. Non, mais je vais vous dire une chose, c'est que nous avons toujours voulu qu'il y ait un large consensus. Et nous avons également, dans ce cadre-là, réitéré, pour ne pas dire martelé, que... Il y a cette candidature ou pas? Je vous en prie, je dis bien ceci, le SDF a toujours voulu qu'il y ait un large consensus, n'est-ce pas, dans l'opposition. Parce que, voyez-vous, l'adversaire principal, c'est le RDPC. Bon, ben, bien évidemment, il faudrait que ce large consensus se fasse avec un minimum de bonne foi et d'humilité politique. Voilà, donc, une fois que je l'ai dit, vous comprenez très bien que c'est ce qui est en train d'être fait. Le candidat Joshua aussi a rencontré plusieurs responsables de partis politiques ainsi que des leaders de la société civile. Et vous n'allez pas nécessairement me demander maintenant de dire qui sont ceux qu'il a rencontrés, parce que cela participe de la stratégie et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Le SDF n'est pas le seul parti politique de l'opposition à avoir un candidat déclaré pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Le MRC a également plébiscité le professeur Maurice Kamto et cette annonce de la convocation du corps électoral suscite également des réactions au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À ce sujet, je vous propose d'écouter Michel Ndoki, cadre politique du MRC dans la capitale économique du Cameroun. Dire que le MRC est surpris serait dire que le MRC pense que les textes fondamentaux de notre République ne doivent pas être appliqués. Nous ne sommes pas surpris, nous sommes satisfaits
de ce que notre appel et nos vœux de voir respecter le calendrier électoral prévu par les textes en vigueur sera respecté au moins pour cette élection. Alors, le corps est convoqué alors que ce débat, cette réflexion sur l'éventualité d'une candidature de large consensus pour faire surface. Où en est-on les concertations dont on parle, ça qu'on puisse voir les résultats? On verra les résultats au moment des déclarations de candidature. Il ne vous aura pas échappé que celui que l'ensemble de nos compatriotes considèrent comme le candidat naturel aux élections présidentielles, lui non plus ne s'est pas encore prononcé. Donc, nous avons beaucoup travaillé, que ce soit au niveau national ou au niveau local, avec les représentants de ELECA, mais nous avons eu le plaisir d'avoir en face de nous presque systématiquement vraiment des personnes dédiées, dévouées, qui quittaient leur foyer le samedi, le dimanche, pour aller inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et j'ai pu voir ça en Konsamba, je l'ai vu dans plusieurs circonscriptions à Douala. Je crois que le vrai problème et la vraie question, c'est à quel point le gouvernement le gouvernement actuel a donné les moyens à ELECAM d'assumer sa mission. Mais j'ai envie de dire à nos compatriotes qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, chacun d'entre eux a une voix et une voix qui compte. Et ce que le Cameroun attend d'eux, c'est qu'ils donnent de la voix. Je pense que nous ne sommes pas en retard. Une chose est certaine, nous avons cette année l'opportunité vraiment de voir l'alternance prendre corps, parce que nous avons, en tant qu'électeurs, je crois que même quand on est militant d'un parti, on est aussi des électeurs. En tant qu'électeurs, nous avons une offre qui est renouvelée, une offre qui est sérieuse. Et la question véritable pour notre pays aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la meilleure offre alternative par rapport à l'offre de gouvernance que nous avons aujourd'hui. 2018 est-elle une année décisive pour l'alternance démocratique ou le statu quo au sommet de l'État? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Jusqu'ici, le président de l'UDC, le docteur Adamou Ndamjoya, n'a pas déclaré sa candidature pour cette élection présidentielle. Aujourd'hui que le corps électoral est convoqué, va-t-il se lancer dans la course? Ce qui est certain, c'est que l'UDC est né avec un programme, avec des méthodes de travail, des hommes et des femmes pour incarner cela. Un parti politique est toujours prêt à aller aux élections. Le problème, la différence peut-être avec les autres partis politiques, c'est que nous avons estimé qu'il fallait travailler d'abord pour la paix. C'est ainsi que le bureau exécutif de l'Union démocratique nous a demandé de réfléchir pour que nous puissions trouver le moment venu, parce qu'il y aura forcément un jour où on va se mettre autour d'une table, il faudra bien venir avec des dossiers. On ne peut pas faire comme si le Cameroun se portait bien. Le Cameroun se portait très très mal. Et pour cela, je me pose même des questions. Parce qu'entre le corps électoral qu'on convoque et les élections proprement dites, il y a un gap. Ensuite, est-ce que nous avons un code électoral, un processus électoral qui est consensuel? Il y a tous ces problèmes qui font en sorte que, à force de mettre une, deux, trois marmites qui bouent, ça risque d'exploser. Mais il reste moins de 2 semaines pour le dépôt des candidatures, pour ceux qui aspirent à participer à cette course à la présidentielle 2018. Est-ce que l'UDC va plébisciter le docteur Adamou Ndamjoya pour cette élection présidentielle? Ça peut être le docteur Adamou Ndamjoya, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Toujours est-il dit qu'un parti politique digne de ce nom n'a pas besoin d'un an ou 6 mois pour présenter un candidat. Le problème, c'est quoi? C'est que l'UDC, c'est quand même un parti qui a 26, 27 ans. Donc, avec un programme, avec des méthodes de travail, etc., on réactualise notre programme de temps en temps, quand il le faut. Et puis, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que nous pouvons mettre les priorités? Les priorités aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un Cameroun divisé. Parce qu'on a tendance à dire on est légaliste, force est à la loi, mais comment peut-on résoudre ces problèmes quand on dit force est à la loi? Ce sont des problèmes sérieux.
il y a beaucoup de choses qui nous divisent, mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous rassemblent. Et je pense que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et je pense que la meilleure façon d'avoir un Cameroun qui redémarre, c'est d'avoir un minimum consensuel. Et le consensus, c'est quelque chose de formidable. Nous l'avons connu en 1991 lors de la tripartite. Et il faut quand même faire certaines analyses, parce que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appliqué les accords de la tripartite. 24 ans après, il n'y a pas de décentralisation. Moi, je vous ai dit, à la tripartite, il y avait des gens qui se disent aujourd'hui sécessionnistes. En réalité, ils ne sont pas sécessionnistes, mais ils sont dégoûtés du fait que 24 ans après, on n'a pas pu appliquer la décentralisation, c'est-à-dire la gestion locale. Donc, moi, je pense que... Est-ce que ces arguments ne sont pas assez importants pour, justement, aller vers une élection, pour pouvoir changer le sommet de l'État et impulser une nouvelle dynamique? Non, les élections, on va y participer. Mais ce qui est important, c'est que la crise très grave qu'il y a aujourd'hui au Cameroun est due au fait que les territoires décentralisés n'existent pas avec leur budget. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on nous a prouvé il y a quelques jours, et je crois le 31 décembre, le président de la République a dit qu'il y aura toutes les élections. Il y aura c'est une année électorale. Donc, à partir de ce moment-là, on doit pouvoir dire que les élections locales étaient des élections très importantes. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces élections locales qu'on sait qu'on est en train d'aller vers la décentralisation. Nous sommes dans la décentralisation. On les a rejetés et puis on s'est focalisé sur l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, pourquoi? Parce que, probablement, si on tient compte de la crise, la très grave crise anglophone, et si on tient compte en même temps du fait que les partis politiques qui voulaient la décentralisation, qui voulaient avoir des budgets pour gérer localement, allaient prendre beaucoup de mairies au parti au pouvoir, allaient prendre beaucoup de députés au parti au pouvoir, ils ont donc préféré tout mettre de côté pour se concentrer sur l'élection présidentielle afin qu'ils se donnent toutes les chances de gagner, parce que vous savez, les élections locales ont souvent séparé les gens dans les partis politiques. Il faut préciser que jusqu'ici, le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature à cette élection présidentielle, mais il y a le contexte sociopolitique camerounais dans lequel le chef de l'État vient de convoquer le corps électoral. Comment ces multiples crises sécuritaires, politiques et économiques peuvent-elles influencer sur le calendrier électoral, sur cette présidentielle qui est annoncée? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est clair qu'une élection libre et transparente doit se faire dans un contexte bien précis, un contexte pacifié. Ça fait 2 ans que nous sommes dans cette crise. Elle ne va que grandissante. Tout à l'heure, vous avez montré les images de Buea ce matin. Tout simplement parce que le maire a dit, chez lui, il n'y aura plus de ville morte. Et vous avez vu l'escalade que ça a pris. Donc ça veut dire que personne, au jour d'aujourd'hui, ne peut présager de ce qui va se passer demain. Par contre, si on avait focalisé notre attention et notre pouvoir et même toutes nos forces sur la pacification, ça existe. Nous avons déjà eu une crise au Cameroun et les gens ne veulent pas en tenir compte. Seulement, ce qui va se passer, c'est que nous allons aller à des élections, si vraiment il tient à faire des élections. Le Cameroun sera probablement divisé. On va quand même aller aux élections parce que la Constitution le dit, comme si la Constitution ne disait pas qu'il y avait l'article 66 et autres. Alors, quand les gens se disent nous sommes légalistes, il faut qu'on soit quand même sérieux parce qu'il y a des cas de force majeure. Et pour vous, cette crise est-elle un cas de force majeure qui devrait pousser le président de la République à différer l'agenda de cette élection? Cédric, quand les soldats tombent, quand les populations tombent, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounaises. C'est un problème très grave. Alors, si on commence à banaliser la mort, si on commence à banaliser ce genre de choses au Cameroun, où est-ce qu'on va arriver? Vous avez vu ici à Douala, vous avez fait des reportages là-dessus. Vous avez vu des jeunes garçons de 20 ans, 21 ans, 18 ans, 16 ans même, se balader en groupe avec des machettes et autres, dévaliser des boutiques et des gens. C'est la même chose qui se passe de l'autre côté. Mais là-bas, on s'attaque aux forces de l'ordre. Vous voyez? Donc, il y a intérêt à ce que nous mettions de côté les méthodes coloniales
pour que nous puissions nous asseoir comme des Camerounais qui pensent leur pays, qui pensent au devenir de leur pays, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Nous avons nos spécificités. Nous avons notre identité à déterminer. C'est dans ce travail de pacification qu'on donne les médailles, qu'on donne les galons. Parce que quand on a réussi à pacifier, alors on a droit aux galons. Mais quand force est à la loi et que on va tout faire avec les mitraillettes, eh bien ma foi, je ne sais pas qui gagnera dans cette guerre. Justement, avant que vous ne poursuiviez votre analyse, je vous invite à suivre les réactions des Camerounais sur les réseaux sociaux juste après cette annonce de l'élection présidentielle fixée pour le 7 octobre 2018. Des Camerounais qui ont largement commenté ce décret présidentiel et qui se mobilisent eux aussi sur la toile dans la perspective de ce scrutin tant attendu pour cette année 2018. Reportage avec Auréole Toumi. Après la lecture du décret présidentiel au poste national, Paul Biya n'a pas attendu. Sur son compte Facebook, le chef de l'État camerounais reproduit l'intégralité de son décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Le dimanche 7 octobre 2018, nous avons l'occasion de faire entendre nos voix, s'exclame un internaute. Une réaction plus cocasse vient d'un journaliste, carte électorale en photo. Il parle de son arme, l'arme de la souveraineté du peuple. Mais l'inquiétude se fait ressentir. Un internaute pense que le tenant des horloges au Cameroun a enfin décidé du jour de son match. Avant de se questionner dans combien de régions du Cameroun se tiendra cette élection, il évoque le contexte sécuritaire déplorable dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun, mais aussi les bureaux de vote toujours présents dans les casernes militaires du pays. Les vraies choses ont commencé, rappelle un partisan de Cabral Libi qui, sur sa page Facebook, édifiait déjà les internautes le 28 juin dernier sur la convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle au Cameroun. Pour d'autres, plus rêveurs, mais soucieux tout de même de l'avenir du pays, une question... Une poignée de main, c'est... Vous avez suivi ces réactions des Camerounais sur les réseaux sociaux. Une inquiétude s'est dessinée concernant le contexte sécuritaire dans les régions anglophones. Dans ces régions en proie à des violences meurtrières depuis près de 2 ans, l'élection présidentielle va-t-elle se tenir le 7 octobre prochain? Je vous propose de prendre le pouls de plusieurs localités dans la région du Nord-Ouest confrontées à des situations humanitaires difficiles, selon nos reporters Stella Bou et Eric Martial Djomo. Reportage. Des heures à attendre sur place. Plongés dans l'angoisse, ces passagers partis de Buea sont bloqués non loin de Mouyouka, dans le département du Fakou, pris entre deux feux, et face à une voie obstruée par des barricades. Au loin, des coups de feu retentissent. L'on parle d'affrontements entre l'armée régulière et les sécessionnistes. Il faudra pour ces usagers attendre près de 5 heures d'horloge pour voir des véhicules du bataillon d'intervention rapide avec à bord plusieurs éléments arriver. Le véhicule blindé en tête de file, et le cortège s'ébranle vers Kumba sous la cadence sonore des coups de feu dans la forêt entourant l'axe routier. Toutes les agglomérations traversées par le cortège présentent un visage hideux, marqué par l'abandon, la désolation et les séquelles de sabotage et d'incendie. Carcasses de voitures brûlées et débris de maisons incendiées meublent le décor. Les villages Ediki, Mouyouka, Balangui, Banga Bakundu sont quelques-uns parmi les sinistrés. Depuis plusieurs jours, le tronçon Kumba-Buea est par segments théâtre d'affrontements violents entre forces de défense et séparatistes anglophones. Ce qui a pour conséquence d'avoir considérablement anéanti le trafic. Il est désormais risqué pour les usagers d'emprunter cet axe routier.
une situation sécuritaire difficile dans plusieurs localités de la région du sud-ouest. Vous l'avez suivi dans ce reportage réalisé sur la route de Mouyouka où des coups de feu ont été entendus et ont retardé l'arrivée des voyageurs dans plusieurs villes de la région du sud-ouest. Sur ce plateau avec nous, Cyril Sambaka, vous venez de voir un kaléidoscope de la situation dans les régions anglophones, le jour même où le chef de l'État convoque le corps électoral pour la présidentielle 2018. De quoi cela augure, selon vous? Vous savez, moi, ce que je dois dire, c'est que dans l'horreur, il n'y a pas de hiérarchie. L'horreur, c'est l'horreur. Quand on a vu, quand on voit ce qui se passe, mais posez-vous la question de savoir si les autres ne se posent pas la question de savoir s'ils sont Camerounais comme nous. Parce qu'il y a un problème fondamental, je n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe de ce côté-là et le fait que tout le monde demande une réunion pour une discussion inclusive, que, ben, ma foi, ce n'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est la Constitution qui prévoit le calendrier électoral. Moi, je me pose la question de savoir si c'est dans des véhicules blindés que les gens iront battre campagne. Il faut se poser cette question, sans oublier que l'insécurité est grandissante dans toutes nos villes. Parce que la crise que provoque, n'est-ce pas, le fait que ces deux régions sont en guerre, c'est une crise qui va crescendo vers la zone francophone. Nous ressentons ces crises. En décembre, les femmes n'ont pas pu vendre leurs tomates parce que les camions partaient sur le Nigeria. Il n'y avait pas moyen que ces camions aillent vers le Nigeria. Donc on va le ressentir. Ce n'est pas quelque chose qui va rester dans le sud-est et dans le nord-ouest. D'ailleurs, les enfants viennent déjà fréquenter de ce côté. Il y a tout cela pour dire que c'est bien de parler du calendrier électoral. Chaque parti politique a son programme. Pour le dérouler, ça ne nécessite pas quelque chose d'essentiel. Ça nécessite tout simplement que des électeurs soient attentifs et qu'ils puissent choisir le meilleur programme. Mais concrètement, nous sommes grandis si nous réussissons à juguler des crises. Ce n'est pas les élections qui vont juguler les crises. Mais le gouvernement mise sur son plan d'assistance humanitaire qui doit être opérationnel dès cette semaine avec les membres du gouvernement annoncés dans les régions anglophones pour soutenir et apporter de l'assistance à ces populations victimes des affres de la guerre contre les terroristes anglophones. Est-ce que ce plan peut permettre d'apaiser les tensions avant la présidentielle en octobre? Non, ce plan est perçu dès aujourd'hui comme un plan pour une campagne électorale. Et vous savez très bien que les populations du nord-ouest, du sud-ouest rejettent ce plan. Or, le problème qui est grave dans cette situation, c'est que, faute de dialogue inclusif, et avec la situation catastrophique qui est là, ce que nous risquons d'avoir, c'est d'avoir une force d'interposition. Et s'il y a une force d'interposition, ça veut dire que le Cameroun est déjà divisé en deux, ce que personne ne souhaite. Donc, de tous nos voeux, montrons que nous sommes des patriotes, mettons sur la table le dialogue inclusif, on retiendra que nous sommes les artisans de la paix. Mettre les élections, c'est bien beau, mais seulement est-ce que ça va résoudre quoi? C'est exactement comme on dit, force est à la loi. Force est à la loi, c'est très bien. Tout le monde est d'accord avec ça, mais ça résout quoi? Quel problème ça résout? Donc nous sommes là pour être concrets, pour résoudre les problèmes, parce que ces problèmes-là ont des solutions et doivent être résolus. Nous avons la chance que tout le monde est d'accord dans ce pays, que le chef de l'État est celui qui peut mettre sur la table ce dialogue. À partir de ce moment-là, pourquoi il fait la sourde oreille? Pourquoi pour lui, les élections présidentielles sont plus importantes, avec un code électoral vicié, avec un processus électoral qu'on a décrié, etc., etc. Quel est ce pays qui veut se construire sans consensus? Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation. Il faut que les gens enlèvent de leur tête qu'ils ont remplacé les Blancs pour faire comme les Blancs. Les colons étaient là parce qu'ils étaient en train de travailler pour la métropole, pour que les populations soient heureuses. Parce que le but dans la politique, c'est de rendre le droit au bonheur des populations. Mais si nous pensons que le pouvoir, ça veut dire écraser les autres, ça veut dire ne jamais décentraliser, parce que la décentralisation est au cœur de notre problème. Le cœur de notre problème, c'est la décentralisation, le non-respect de la Constitution, le non-respect de la décentralisation a créé tout ce que nous voyons.
Alors comment on corrige ça? Comment on arrange ça? Nous n'avons pas vu un seul geste, même dans ce que vous appelez humanitaire. Vous avez bien vu que c'est centralisé. Vous avez vu que les maires sont des observateurs et que tout se fait sur le pouvoir central. Et vous avez même vu que c'est le ministre qui dirige cela. Ce n'est même pas le directeur de la branche civile pour les catastrophes. C'est pas le directeur qui dirige cela. Donc, on ne peut pas résoudre un problème de décentralisation en centralisant d'une manière excessive. Merci Cyril Sambaka. Je rappelle que vous êtes le vice-président national de l'Union démocratique pour le Cameroun. Et toujours dans ce chapitre sport, dans la perspective de l'organisation de la CAN prévue en 2019 au Cameroun, le Premier ministre Philémon Yang a séjourné à Bafoussam où il a visité quelques chantiers des infrastructures sportives et hôtelières destinées à abriter cette compétition. Il a prescrit aux différents prestataires l'accélération de travaux avant l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF prévue en août 2018. Des publi-reportages, c'est désormais officiel la signature d'une convention de concession des activités de remorquage au terminal pétrolier entre le port autonome de Douala et de Faco Transport and Shipping Company. Des précisions dans ce reportage. Une poignée de main symbolique, voilà qui marque la signature de la convention de concession des activités de remorquage et de l'amanage au terminal pétrolier de Cap Limbo entre le port autonome de Douala et de Faco Transport and Shipping Company Limited, Faco Ship. Cette signature solennelle est l'aboutissement d'un travail ardu au terme d'innombrables sacrifices et concessions des trois entreprises que sont la Sonara, le port autonome de Douala et de Faco Ship. Pour la petite histoire, c'est en 2015 que les démarches ont été entreprises et menées avec pour objectif majeur la normalisation des prestations des remorquages et de l'amanage au terminal pétrolier du Cap Limbo. Une convention bénéfique pour les différentes parties. Elle garantit la régularité des opérations qui reviennent finalement à une entreprise ayant des connaissances avérées dans ces opérations et pétrie d'expérience en la matière pour avoir exercé cette même activité en ces lieux depuis plusieurs années. J'ai nommé Faco Ship. Deuxièmement, elle génère un gain financier considérable. À titre d'exemple, et dans l'attente de l'homologation du tarifaire du remorquage et l'amanage proposé par l'adjudicateur Faco Ship dans le cadre de cette concession, qui est la dernière grille tarifaire homologuée par l'autorité portuaire nationale. Du côté du port autonome de Douala, l'on est heureux de savoir qu'une telle initiative a déjà produit 60 emplois directs, dont 10 postes de dirigeants. This concession is particular in that it is the first concession in which the concessionaire is a company whose capital is wholly owned by nationals. The combined effect of the competition development in the context of the restriction international tender added to the experience of Faco Ship in the field of towing and mooring, with evident a drop in the cost of towing and mooring services in Sonara of at least 2 million compared to the level in 2017. The number of direct jobs guaranteed by this concession is 60, of which 10 executive positions. La convention de concession des activités de remorquage et de l'amanage au terminal pétrolier du Cap Limbo augure également une stabilité qui s'accommode mieux à l'activité industrielle, étant donné que la durée est portée à 10 ans avec une possibilité d'amendement tous les 3 ans. Pour le 15e anniversaire de la Société industrielle de transformation de blé au Cameroun, près de 43 travailleurs ont reçu des médailles d'honneur du travail afin de récompenser leur performance dans cette entreprise à l'occasion de ce 15e anniversaire, célébré en grande pompe. Reportage. Takombu François, au nom du président de la République,
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur du travail en vermeil. Comme lui, ils sont au total 43 employés méritants de la société industrielle de transformation du blé au Cameroun à voir leur poitrine épinglée en cette journée mémorable du 29 juin 2018. Je suis très content, vraiment, PDG de Citracam, d'avoir m'offert cette médaille. Très content. 2 années après avoir émis le vœu de voir la plus haute autorité du département sacrifié au rituel de remise de médailles, le directeur général du leader de la transformation du blé au Cameroun saisit l'occasion pour préciser à la quarantaine de récipiendaires le sens de la cérémonie du 29 juin. Cette distinction représente des années de travail, plus de 15 ans pour les plus anciens d'entre vous, des années d'une vie professionnelle, peut-être parsemées des moments difficiles, mais sans doute aussi de rencontres de satisfaction individuelle et collective, et ce, quelles que soient les fonctions dont vous vous occupez. Avec des mots justes, Ghislain Kueté va présenter la structure dont il a la charge au quotidien. Une rhétorique qui ne laissera pas indifférent de la foule nombreuse ayant pris d'assaut l'esplanade de la Citracam. Et c'est le préfet du Mungo en personne qui se fait le porte-voix. Je crois que les jeunes dames l'ont vu tout à l'heure. Il est question de forme et nous voulons l'encourager à aller de l'avant. Poursuivant dans sa lancée, c'est au tour du promoteur et grand bâtisseur de l'Empire Citracam de recevoir les éloges de l'autorité préfectorale. C'est un homme polycompétence. Il fait tout, monsieur le président. Il est maire de Melon. Il est manager sportif. Il a toute une équipe en première division. Il est entrepreneur. Il est tout à la fois. Et en plus, tout cela lui réussit. Félicitations, monsieur le président du conseil d'administration. Et voici l'homme Jean Kueté, satisfait. Je suis heureux, content de mes employés qui ont mérité ces médailles parce que quand vous voyez une société qui a fait 15 ans de vie, ce n'est pas rien. Et si cette société n'a pas fondu, c'est tout simplement parce que ces gars croient en ce travail. Et la médaille qu'ils ont reçue aujourd'hui, comme le préfet l'a dit, ils le méritent. Ils méritent certes, mais les défis restent grands. Après argent et merveille, cap sur l'or. L'essentiel n'est plus l'événement, l'essentiel c'est de projeter l'avenir. L'avenir dans le travail et dans la paix. C'est ça le sentiment qui m'anime maintenant. Créée en 2003, la Citracam s'est imposée comme leader dans la transformation et la commercialisation de la farine avec pour porte-étendard Renard. Et le mot de la fin est pour Jean Kueté. Ceux qui n'ont pas encore eu de médaille, il faut qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils continuent le travail pour que, enfin, l'année prochaine, qu'ils soient les prochains récipiendaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Ça veut dire qu'on a 10 jours, n'est-ce pas, pour déposer les candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Il sera déjà là, il rentre au Cameroun, n'est-ce pas, le 14. Bon, mais pour le reste, bon voilà, Joshua aussi est prêt. Une fois qu'il a été investi par le SDF, s'est rapidement mis au travail. Il a conçu une équipe, n'est-ce pas, de campagne. Il va sur le terrain, il rencontre des gens. Bon voilà, et c'est ce qu'il a, n'est-ce pas, amené à être pour le moment hors du pays, mais que les Camerounais soient rassurés, leur champion, n'est-ce pas, leur champion sera là. Il déposera, n'est-ce pas, ces dossiers de candidature. Non, mais je vais vous dire une chose, c'est que nous avons toujours voulu qu'il y ait un large consensus. Et nous avons également, dans ce cadre-là, réitéré, pour ne pas dire martelé, que... Il y a cette candidature ou pas? Je vous en prie, je dis bien ceci, le SDF a toujours voulu qu'il y ait un large consensus, n'est-ce pas, dans l'opposition. Parce que, voyez-vous, l'adversaire principal, c'est le RDPC. Bon, ben, bien évidemment, il faudrait que ce large consensus se fasse avec un minimum de bonne foi et d'humilité politique. Voilà, donc, une fois que je l'ai dit,
vous comprenez très bien que c'est ce qui est en train d'être fait. Le candidat Joshua aussi a rencontré plusieurs responsables de partis politiques ainsi que des leaders de la société civile. Et vous n'allez pas nécessairement me demander maintenant de dire qui sont ceux qu'il a rencontrés, parce que cela participe de la stratégie et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Le SDF n'est pas le seul parti politique de l'opposition à avoir un candidat déclaré pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Le MRC a également plébiscité le professeur Maurice Kamto et cette annonce de la convocation du corps électoral suscite également des réactions au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À ce sujet, je vous propose d'écouter Michel Ndoki, cadre politique du MRC dans la capitale économique du Cameroun. Dire que le MRC est surpris serait dire que le MRC pense que les textes fondamentaux de notre République ne doivent pas être appliqués. Nous ne sommes pas surpris, nous sommes satisfaits de ce que notre appel et nos vœux de voir respecter le calendrier électoral prévu par les textes en vigueur sera respecté au moins pour cette élection. Alors, le corps est convoqué alors que ce débat, cette réflexion suit l'éventualité d'une candidature de large consensus pour faire surface. Où en est-on les concertations dont on parle, ça qu'on puisse voir les résultats? On verra les résultats au moment des déclarations de candidature. Il ne vous aura pas échappé que celui que l'ensemble de nos compatriotes considèrent comme le candidat naturel aux élections présidentielles, lui non plus ne s'est pas encore prononcé. Donc nous avons beaucoup travaillé, que ce soit au niveau national ou au niveau local, avec les représentants de ELECA, mais nous avons eu le plaisir d'avoir en face de nous presque systématiquement vraiment des personnes dédiés, dévoués, qui quittaient leur foyer le samedi, le dimanche, pour aller inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et j'ai pu voir ça en Konsamba, je l'ai vu dans plusieurs circonscriptions à Douala. Je crois que le vrai problème et la vraie question, c'est à quel point le gouvernement actuel a donné les moyens à ELECAM d'assumer sa mission. Mais j'ai envie de dire à nos compatriotes qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Aujourd'hui, quel que soit le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, chacun d'entre eux a une voix et une voix qui compte. Et ce que le Cameroun attend d'eux, c'est qu'ils donnent de la voix. Je pense que nous ne sommes pas en retard. Une chose est certaine, nous avons cette année l'opportunité vraiment de voir l'alternance prendre corps, parce que nous avons, en tant qu'électeurs, je crois que même quand on est militant d'un parti, on est aussi des électeurs. En tant qu'électeurs, nous avons une offre qui est renouvelée, une offre qui est sérieuse. Et la question véritable pour notre pays aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la meilleure offre alternative par rapport à l'offre de gouvernance que nous avons aujourd'hui. 2018 est-elle une année décisive pour l'alternance démocratique ou le statu quo au sommet de l'État? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Jusqu'ici, le président de l'UDC, le docteur Adamou Ndamjoya, n'a pas déclaré sa candidature pour cette élection présidentielle. Aujourd'hui que le corps électoral est convoqué, va-t-il se lancer dans la course? Ce qui est certain, c'est que l'UDC est né avec un programme, avec des méthodes de travail, des hommes et des femmes pour incarner cela. Un parti politique est toujours prêt à aller aux élections. Le problème, la différence peut-être avec les autres partis politiques, c'est que nous avons estimé qu'il fallait travailler d'abord pour la paix. C'est ainsi que le bureau exécutif de l'Union démocratique nous a demandé de réfléchir pour que nous puissions trouver le moment venu, parce qu'il y aura forcément un jour où on va se mettre autour d'une table, il faudra bien venir avec des dossiers. On ne peut pas faire comme si le Cameroun se portait bien. Le Cameroun se portait très très mal. Et pour cela, je me pose même des questions, parce qu'entre le corps électoral qu'on convoque et les élections proprement dites, il y a un gap. Ensuite, est-ce que nous avons un code électoral, un processus électoral? Un mois à une trentaine de compagnies de transport pour se mettre en règle.
Ce délai, qui n'était pas le premier, est largement dépassé, sans qu'aucun promoteur n'ait daigné régulariser sa situation. Le retrait des licences, maintes fois annoncé par le ministre des Transports, est resté lettre morte. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets sur nos routes. Hélas. Je vous propose de suivre à présent le gouverneur du centre qui s'exprime sur l'enjeu de préserver et d'améliorer la prévention routière dans les agences de voyage en cette période de vacances, période où il y a une affluence importante des voyageurs du côté de Yaoundé. Je vous propose d'écouter Paul Nasseri Beya, gouverneur de la région du centre. Vous savez, dans ces choses, tout le monde est responsable. D'abord, les voyageurs et les familles doivent savoir que pour prendre une agence qui vérifie si l'agence n'est pas, si l'agence est autorisée. Les agences autorisées sont connues. Les autres agences comme l'agence dont on ne fait pas la publicité ici, c'était des ramasseurs, des racoleurs qui prennent les gens au fur et à mesure qu'ils s'avancent. Mais voilà ce que ça passe. Ça peut coûter moins cher, mais le moins cher toujours plus cher. Deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes. Les transporteurs doivent tout faire pour avoir et de bons chauffeurs et de bons véhicules. Dans tout ça, il faut aussi prendre en compte les contrôles techniques qui doivent faire leur travail sans complaisance. C'est l'information majeure. Ce lundi, la convocation du corps électoral en vue de la présidentielle, prévue le 7 octobre 2018, décision du président de la République du Cameroun. L'annonce de cette convocation du corps électoral, de cette présidentielle tant attendue, suscite déjà de vives réactions au sein de la classe politique. Je vous propose d'abord de suivre l'analyse d'Edouard Fauchivé, militant du RDPC, le parti au pouvoir, qui réagit après cette convocation du corps électoral. D'abord, comme Camerounais, ça dit que tout simplement que notre constitution a été respectée, le corps électoral est convoqué à temps, donc il revient donc à chaque parti politique de s'apprêter, parce que c'est une élection aujourd'hui plus que jamais qui nécessite, puisque c'est un candidat face à son peuple, que tous les partis politiques qui peuvent concourir à cette expression puissent se préparer pour que d'ici le 8 octobre, qu'on ait un président capable de nous amener plus que jamais en 2035, où nous tous nous convergeons. Maintenant, comme homme politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous disons tout simplement que nous y voici et il est temps que nous repartons au niveau de la base, puisque nous avons cette expression de vitalité politique de tous les jours. Il faut maintenant que nous repartons, parce que nous savions déjà que notre président national est candidat, et donc il est temps maintenant de le porter maintenant pour un autre mandat présidentiel. Aujourd'hui, l'expression que chaque Camerounais peut donner, c'est de faire un choix. Donc, nous avons dans les deux régions les Camerounais qui aujourd'hui veulent rester Camerounais et d'autres qui ne veulent pas. Donc, ceux qui veulent rester Camerounais vont choisir leur président, il n'y a aucun problème. Mais nous pensions aujourd'hui, plus que jamais, que chaque Camerounais devait comprendre que le principe de la paix aujourd'hui, pas la paix seulement à cause des deux régions, mais la paix aujourd'hui est un ingrédient aujourd'hui du développement. Et tous les pays qui veulent aujourd'hui avancer sont des pays où la stabilité politique, où la paix est un ingrédient magique. Après cette convocation du corps électoral en vue de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018, le SDF a réagi. Son ministre en charge de la communication, de la relation avec les médias, ministre de chef de cabinet, Jean-Robert Wafo, s'est exprimé à ce sujet. Le SDF qui a choisi comme candidat Joshua aussi dans la course à la présidentielle 2018. Je vous propose d'écouter Jean-Robert Wafo, ministre de chef de cabinet du SDF en charge de la relation avec les médias.
Il est clair que bon, le président de la République est dans les délais, mais ce que nous tenons à relever ici, c'est quoi? C'est cette politique d'embuscade qui est régulièrement perpétrée au point où c'est une seule personne qui décide, n'est-ce pas, de la date de convocation de corps électoral. Bon voilà, une fois que c'est dit, l'autre candidat est prêt, Joshua aussi est prêt. Actuellement, il est en pleine tournée pour rencontrer, n'est-ce pas, nos compatriotes de la diaspora. Demain, par exemple, il sera du côté, le 14 juillet, d'abord demain il sera dans l'état du Minnesota et le 14 juillet il ira donc à Londres pour rencontrer également nos compatriotes de la diaspora. Bon voilà, et puis le retour est prévu, n'est-ce pas, d'après son calendrier de campagne, le retour est prévu pour le mercredi 16. Donc bon voilà, donc et puisque le corps électoral a été convoqué, n'est-ce pas, ce jour, nous sommes le 9 juillet. La terreur, encore ce matin, dans plusieurs localités des régions du nord-ouest, mais aussi dans la région du sud-ouest. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des coups de feu, une épaisse fumée qui monte. Mile 17, un quartier de la ville de Buea, s'est transformé en un champ de bataille ce lundi. Des tirs nourris lors des affrontements entre des assaillants et l'armée camerounaise. Dans la panique, l'on entend des voix des personnes voulant s'assurer que leurs proches sont en sécurité. C'est dès les premières heures de la matinée que la ville de Buea présente un visage devenu habituel lors des ghost towns, villes mortes, selon l'expression traduite en français. Pourtant vendredi, le maire de la ville, Ekema Patrick Kessunge, affirmait que tout était désormais sous contrôle à Buea. Nous pensons bien que la situation est à main et nous voulons assurer la population qu'il n'y aura plus de vivants à Buea ce lundi. Les sécessionnistes ont donc fait mentir le maire. Buea reste une ville morte. Mécontents des automobilistes qui ont défié leur appel à la ville morte, les sécessionnistes ont mis le feu à la gare routière de Mile 17. Des Camerounais sont choqués de l'indifférence du gouvernement après l'hécatombe survenue à Ndikinimeki, soit 12 heures après ce grave accident qui a coûté la vie à 31 personnes. Nos reporters sont allés sur les traces de l'agence propriétaire de ce coaster tombé dans un ravin vendredi dernier. Aucune trace n'a été trouvée dans les gares routières du côté de Yaoundé, d'où l'échec des contrôles routiers face à la clandestinité d'une telle agence de voyage dont l'un des coasters est responsable de ce grave accident survenu en fin de semaine dernière et qui a coûté la vie à près de 30 personnes. Le gouverneur de la région du centre a dénoncé l'insuffisance des mesures de prévention routière en cette période où il y a une affluence des voyageurs dans les différentes agences de transport interurbain dans la capitale du côté de Yaoundé. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au carrefour Carrière, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, c'est un calme de cimetière qui nous accueille, 72 heures après le drame. Nous cherchons en vain les traces de l'agence de voyage Takala, responsable de l'hécatombe de vendredi dernier sur la nationale numéro 4. Tout ce que l'on sait, c'est que vendredi dernier, c'est bel et bien derrière nous que le cas de la mort a embarqué aux environs de minuit pour terminer sa course au lieu dit Boutourou, entre Bafia et Ndikinimeki. Des personnes témoignent de ce que régulièrement ces agences, parmi lesquelles Takala, embarquent ici derrière nous, faute d'avoir des véritables points d'embarquement des passagers dans la capitale. C'est même une voiture qui chargeait ici dans la nuit du vendredi. Je ne savais même pas que c'était une agence qui allait chez moi. Il y a des amis qui ont perdu beaucoup de familles dans ce voyage. Et même un grand frère que j'avais, c'était un ami à lui, un petit frère à lui, à qui devait même passer même les passagers, lui avait demandé de laisser voyager très tôt le matin. Parce que les chauffeurs ne doivent pas arriver, quittant de Boudaou, c'est tellement long pour arriver à Yaoundé et ensuite reprendre le vol encore pour rentrer. Vraiment, on devrait voir comment les chauffeurs peuvent arriver et se reposer au moins avant de prendre encore la route. Le carrefour Carrière a la mauvaise réputation d'être l'un des coins de la capitale où le racolage a le vent en poupe. En dehors de une ou deux agences qui doivent être normalement installées ici,
Les autres opèrent en toute illégalité et font simplement dans la clandestinité, à l'exemple de l'agence Takala. Une clandestinité que déplore le gouverneur de la région du centre. Naziri Paul Biya est presque sans voix devant ce énième accident mortel survenu sur le tristement célèbre triangle de la mort. C'est vraiment désolé, c'est triste, c'est des choses qui arrivent. Vous savez que les gens veulent gagner l'argent à tout prix. Hein, c'est le ministre des Transports, compétent en la matière, qui va prendre les décisions qui s'imposent. Aux dernières nouvelles, il nous semble que le gars n'avait même pas le permis de conduire. Donc voyez-vous dans quel spectacle qui met les familles. Si le promoteur de cette agence clandestine est condamnable, il y a aussi que les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Sinon, comment comprendre qu'un bus clandestin d'une agence ne figurant nulle part dans le fichier légal du ministère des Transports soit parti de Yaoundé jusqu'au lieu de l'accident sans être inquiété outre mesure, avec tous les contrôles de police et de gendarmerie qui pullulent sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, de jour comme de nuit. Nous devons aussi penser à nos agences de force de maintien de l'ordre. Ils doivent aussi faire leur travail. Parce que nous ne pouvons pas imaginer quelqu'un qui n'a ni permis, ni bonne agence, jusqu'à arriver à Ndiki. Ça arrive, ce qui est arrivé, avant de savoir qu'il a aussi passé les contrôles. Parce que si on fait le recollage, ça veut dire qu'il n'y a pas le bordereau. Si quelque chose vous arrive, ce serait difficile, on commence l'identification. Parce que là, on a eu 3 à 4 cas qu'on n'a pas pu identifier. C'est à faute des bordereaux. Ça, c'est des choses qu'on pouvait éviter. On se souvient qu'il y a 9 mois, précisément le 27 octobre 2017, le ministre des Transports de l'époque, Alain Egam Bongo, donnait... qui est consensuel. Il y a tous ces problèmes qui font en sorte que, à force de mettre 1, 2, 3 marmites qui bouent, ça risque d'exploser. Mais il reste moins de 2 semaines pour le dépôt des candidatures, pour ceux qui aspirent à participer à cette course à la présidentielle 2018. Est-ce que l'UDC va plébisciter le docteur Adamou Ndamjoya pour cette élection présidentielle? Ça peut être le docteur Adamou Ndamjoya, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Toujours est-il dit qu'un parti politique digne de ce nom n'a pas besoin d'1 an ou 6 mois pour présenter un candidat. Le problème, c'est quoi? C'est que l'UDC, c'est quand même un parti qui a 26, 27 ans. Donc, avec un programme, avec des méthodes de travail, etc., on réactualise notre programme de temps en temps, quand il le faut. Et puis, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que nous pouvons mettre les priorités? Les priorités aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un Cameroun divisé. Parce qu'on a tendance à dire on est légaliste, force est à la loi, mais comment peut-on résoudre ces problèmes quand on dit force est à la loi? Ce sont des problèmes sérieux. Il y a beaucoup de choses qui nous divisent, mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous rassemblent. Et je pense que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et je pense que la meilleure façon d'avoir un Cameroun qui redémarre, c'est d'avoir un minimum consensuel. Et le consensus, c'est quelque chose de formidable. Nous l'avons connu en 1991 lors de la tripartite. Et il faut quand même faire certaines analyses. Parce que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appliqué les accords de la tripartite. 24 ans après, il n'y a pas de décentralisation. Moi, je vous ai dit, à la tripartite, il y avait des gens qui se disent aujourd'hui sécessionnistes. En réalité, ils ne sont pas sécessionnistes, mais ils sont dégoûtés du fait que 24 ans après, on n'a pas pu appliquer la décentralisation, c'est-à-dire la gestion locale. Donc, moi, je pense que... Est-ce que ces arguments ne sont pas assez importants pour, justement, aller vers une élection, pour pouvoir changer le sommet de l'État et impulser une nouvelle dynamique? Non, les élections, on va y participer. Mais ce qui est important, c'est que la crise très grave qu'il y a aujourd'hui au Cameroun est due au fait que les territoires décentralisés n'existent pas avec leur budget. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qu'on nous a prouvé il y a quelques jours, et je crois le 31 décembre, le président de la République a dit qu'il y aura toutes les élections. C'est une année électorale. Donc, à partir de ce moment-là, on doit pouvoir dire que les élections locales étaient des élections très importantes. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces élections locales qu'on sait qu'on est en train d'aller vers la décentralisation. Nous sommes dans la décentralisation. On les a rejetées et puis on s'est focalisé sur l'élection présidentielle.
L'élection présidentielle, pourquoi? Parce que, probablement, si on tient compte de la crise, la très grave crise anglophone, et si on tient compte en même temps du fait que les partis politiques qui voulaient la décentralisation, qui voulaient avoir des budgets pour gérer localement, allaient prendre beaucoup de mairies au parti au pouvoir, allaient prendre beaucoup de députés au parti au pouvoir, ils ont donc préféré tout mettre de côté pour se concentrer sur l'élection présidentielle afin qu'ils se donnent toutes les chances de gagner, parce que vous savez, les élections locales ont souvent séparé les gens dans les partis politiques. Il faut préciser que jusqu'ici, le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature à cette élection présidentielle, mais il y a le contexte sociopolitique camerounais dans lequel le chef de l'État vient de convoquer le corps électoral. Comment ces multiples crises sécuritaires, politiques et économiques peuvent-elles influencer sur le calendrier électoral, sur cette présidentielle qui est annoncée? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est clair qu'une élection libre et transparente doit se faire dans un contexte bien précis, un contexte pacifié. Ça fait 2 ans que nous sommes dans cette crise. Elle ne va que grandissante. Tout à l'heure, vous avez montré les images de Buea ce matin. Tout simplement parce que le maire a dit, chez lui, il n'y aura plus de ville morte. Et vous avez vu l'escalade que ça a pris. Donc ça veut dire que personne, au jour d'aujourd'hui, ne peut présager de ce qui va se passer demain. Par contre, si on avait focalisé notre attention et notre pouvoir et même toutes nos forces sur la pacification, ça existe. Nous avons déjà eu une crise au Cameroun et les gens ne veulent pas en tenir compte. Seulement, ce qui va se passer, c'est que nous allons aller à des élections, si vraiment il tient à faire des élections. Le Cameroun sera probablement divisé. On va quand même aller aux élections parce que la Constitution le dit, comme si la Constitution ne disait pas qu'il y avait l'article 66 et autres. Alors, quand les gens se disent nous sommes légalistes, il faut qu'on soit quand même sérieux parce qu'il y a des cas de force majeure. Et pour vous, cette crise est-elle un cas de force majeure qui devrait pousser le président de la République à différer l'agenda de cette élection? Cédric, quand les soldats tombent, quand les populations tombent, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounaises. C'est un problème très grave. Alors, si on commence à banaliser la mort, si on commence à banaliser ce genre de choses au Cameroun, où est-ce qu'on va arriver? Vous avez vu ici à Douala, vous avez fait des reportages là-dessus. Vous avez vu des jeunes gars. Merci de suivre cette édition complète de l'information. Le président de la République du Cameroun vient de convoquer le corps électoral en vue de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Décision du chef de l'État rendue publique en fin d'après-midi. Sur ce plateau avec nous, Duval Fongwa. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric Noufélé. Vous êtes journaliste politique sur Equinox Télévision. Vous avez suivi cette décision du chef de l'État qui convoque les électeurs pour la présidentielle prévue en octobre 2018. Que signifie concrètement cette décision, ce décret présidentiel? 3 choses. La première, c'est que Paul Biya voulait poser un acte symbolique fort. La politique, vous le savez, ce sont des symboles et le président de la République, à travers cet acte, veut indiquer que malgré les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré la situation chaotique qui prévaut dans ces régions depuis pratiquement 2 ans, eh bien, il garde la main et tient le cap. Vous le savez, en 92, pratiquement dans les mêmes circonstances, le président de la République, au fort de cette crise-là, et avec les violences partout dans les régions du Cameroun, avait indiqué que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Eh bien, le président de la République est pratiquement dans cette logique pour indiquer que, malgré la situation que des gens présentent comme étant préoccupante dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, Yaoundé garde la main et cette élection va se tenir. Il faut rappeler également qu'en avril dernier, au cours des élections sénatoriales, des violences avaient été enregistrées dans ces régions du sud-ouest. Certains bureaux de vote avaient d'ailleurs été délocalisés et beaucoup craignaient que ce serait difficile d'organiser ces élections. Eh bien, le président de la République vient d'indiquer clairement que cette élection va se tenir. La deuxième chose qu'il faut noter ici, c'est que Paul Biya veut rester légaliste. Pour reprendre un terme du professeur Claude Abbé, eh bien, il est habitué au formalisme juridique. Il voulait rester
cohérent avec la Constitution. Il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec les lois de la République et se retrouver dans une situation inconfortable. C'est la raison pour laquelle il est resté dans les délais en convoquant donc le corps électoral pour cette élection-là et bien évidemment éviter de prêter le flanc à ce qu'on appelle très souvent les entrepreneurs du chaos. Et puis, troisième élément à noter, Cédric, pour comprendre ce texte du président de la République, eh bien, Paul Biya est en train de se préparer à s'attribuer un nouveau mandat. Ce qui le préoccupe visiblement, c'est d'abord d'organiser ces élections, quelles que soient les conditions, d'obtenir donc une légitimité et donc s'attribuer des pouvoirs qui lui permettent de redistribuer les cartes. On se souvient qu'il y a quelques jours, eh bien, il avait annoncé la prorogation du mandat des députés. Eh bien, on voit que ce qui l'intéresse davantage, c'est d'abord d'organiser cette élection présidentielle, quelle que soit la situation, et donc après, il pourra redistribuer les cartes, c'est-à-dire organiser calmement les élections législatives et pourquoi pas les municipales. Le calendrier vient de s'éclaircir, vous l'avez relevé. Quelles sont les premières implications de cette convocation du corps électoral sur l'échiquier politique au Cameroun? La première chose, c'est que les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent. Je crois que ce sont les dispositions de l'article 75, alinéa 2, de la loi portant corps électoral. À partir de la convocation du corps électoral, il n'y a plus d'inscription sur les électorales. La deuxième chose, c'est que ce décret déclenche le calendrier ou, si vous voulez, le processus électoral. À partir au plus tard, je crois, le 19 juillet prochain, eh bien, les candidats à l'élection présidentielle devraient avoir déposé leur dossier au niveau de l'ECAM. Ensuite, il pourrait avoir un contentieux. Et puis, il faudra attendre qu'au plus tard, le 8 août, que le Conseil constitutionnel puisse donc publier la liste des candidats qui sont admis à compétir. Et au 24 septembre, va s'ouvrir donc la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et la deuxième chose, ou la troisième qu'il faut relever, c'est que Paul Biya, à travers cette décision, vient d'indiquer de façon claire que désormais, il va y avoir une agitation, une forte agitation dans l'espace politique. Une agitation politique du fait du mouvement des acteurs politiques et des partis politiques, ce qui pourrait reléguer au second plan l'actualité en rapport avec la crise anglophone et donc peut-être permettre d'oublier un tout petit peu cela. Et enfin, c'est peut-être une réponse claire à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui, il y a quelque temps, a annoncé que le président Biya devra passer la main. Il est donc clair qu'aujourd'hui, le président est en train d'aller à un nouveau mandat parce qu'en 10 jours, on voit mal comment le RDPC pourrait organiser et tenir un congrès pour choisir un autre candidat. On devrait probablement s'attendre à ce que dans les jours à venir, eh bien que ce bureau politique se réunisse selon les textes du parti et adoube tout simplement le candidat naturel du RDPC. Merci Duval Fangwa pour toutes ces précisions. Vous qui êtes journaliste politique sur Equinox Télévision, précisons que dans ce journal, vous suivrez la réaction des hommes politiques au sujet de la convocation du corps électoral. Le chef de l'État, Paul Biya, qui n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature à sa propre succession. Et avant, je vous propose à présent de suivre quelques réactions des hommes politiques à la suite de cette convocation du corps électoral. Ils réagissent à cette décision du chef de l'État d'inviter les différents électeurs et acteurs du processus électoral pour la présidentielle prévue le 7 octobre 2018, des réactions compilées donc, dans ce reportage que signe Donald Brice Kamran. Mais avant de parvenir à ces réactions, des images ce matin sur cette ville de Buea, dans les régions anglophones, Buea sous haute tension en raison des affrontements entre les forces de sécurité camerounaises et des bandes armées, des populations qui ont vécu